Bien le bonjour, ici Fred Lambert, votre docteur, et c'est la prescription que vous écoutez. Une de mes activités préférées, c'est réfléchir. Mais réfléchir à deux, parce que seul, ça peut être bien un instant, mais si on veut faire un bon fameux remue-ménage ou brainstorm, comme disent certains, ben c'est mieux à deux, et ça me plaît. Et dans ma belle petite vie bien modeste, j'ai quelques individus avec qui j'adore échanger. Des gens avec qui je sais qu'il n'y a pas de limite, pas de mauvaises réponses, juste du vrai, de l'authenticité. On peut aller dans tous les sens. Et parfois, et même souvent, je dirais, c'est très étourdissant. D'ailleurs, aujourd'hui, accrochez-vous. Ce sera un beau tour de manège. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu cet invité. Dans une grande excitation de se dire des tonnes de choses, on s'énerve un peu, dans le sens du bon terme. Et j'aime beaucoup ça. J'adore le résultat. C'est vraiment à l'image de la relation humaine que nous partageons, lui et moi. Mon invité est un maître de la réflexion et de la bonne conversation. Et en plus, il écrit 2 magnifiques chansons. Vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai fait une petite rime. Je l'aime énormément. Voici mon ami Jérôme Minière. Jérôme Minière est né en France. Il s'est installé au Québec où il vit maintenant depuis 25 ans. On peut donc dire sans se tromper qu'il fait de la chanson francophone, c'est-à-dire ni franco-française ni québécoise pure laine. Les territoires qu'il explore sont musicaux et poétiques. Il a fait paraître une 12aine d'albums, dont Jérôme Minière danse avec Héricoptère en 2013, Félix pour l'album Électro. Le vrai, le faux en 2010, Cœur en 2007, Petit cosmonaute en 2002 et Jérôme Minière présente Héricoptère en 2001. Encore une fois, Félix album électro de l'année. À titre de compositeur, auteur, réalisateur ou remixeur, il a travaillé avec de nombreux artistes dont Pierre Lapointe, Martin Léon, Michel Faubert, Jean-Pierre Ferland, Jim Corcoran, Dumas, Lassa Dessela, Franny Holder et Bia. Par ailleurs, il a publié son premier roman, L'enfance de l'art, en 2014 chez Quai numéro 5 XYZ. Son nouvel album, La mélodie, le fleuve et la nuit, sortira en août 2022. Voici une jolie jasette avec Jérôme Minière. Jérôme. Oui. Comment vas-tu? Fred, ça va bien? Écoute, on en parlait juste avant d'ouvrir les micros, tout ça, je pense que ça fait quoi? 3, peut-être 4 ans qu'on s'est pas vu? J'ose pas compter. Ça n'a pas de bon sens. Je sais que dans les dernières fois, j'ai un souvenir vague un peu qu'on est allé prendre une marche, puis on parlait de concepts, d'idées pour un show, puis tout ça, puis le temps passé, des fois on écarte des projets, puis bon, en tout cas. Mais on a toujours eu un plaisir à parler juste d'idées. Oui. Toujours d'idées. Et tout ça, aujourd'hui, ce que je réalise, c'est qu'on a déjà fait un projet ensemble, on en parlera tantôt, sur un disque qui s'appelle Une île. Ouais. Et je me souviens que quand tu m'avais contacté, j'étais tellement excité de travailler avec toi. Pour de nombreuses raisons. Premièrement, moi, je t'avais découvert il y a de nombreuses années avec le disque Héricoptère, qui d'ailleurs, je pense que c'était 2004, si je ne me trompe pas, ouais. À peu près. En fait, le tout premier, c'est 2001, mais le deuxième... Le deuxième. Ouais, c'est ça. Chez Héricoptère, puis je faisais de la route avec mon band et j'étais en même temps aux études. Et le percussionniste, c'était lui notre fournisseur du nouveau stock qui sortait. Puis c'était toujours lui qui, il disait, écoutez, j'ai découvert cet artiste. Et un jour, il se met à jouer Héricoptère, puis il dit, ça c'est mon nouveau coup de cœur. Puis
Quand j'ai entendu la complainte d'un produit de l'imagination, c'était un kick monumental. Et surtout après que avec de l'analyse, je faisais, OK, il est avec les autres disques aussi, avec vrai et le vrai, le faux. La chanson Rien à vous dire, tu as toujours réussi à faire des espèces de chansons où, je dirais, l'esthétique de hit radiophonique, même dans la rythmique, dans l'harmonie, mais aussi qui donne un pied dansant. Te dire le nombre de fois que j'ai dansé en écoutant la complainte, et que j'avais fait des petits sets de DJ dans des bars, tout ça, je le faisais toujours jouer. Mais en même temps, c'est super riche dans le vocabulaire, contrairement à ce qu'on peut entendre d'un hit qui nous donne envie de se déhancher. Et j'avais vraiment été content. Et là, tu m'avais contacté, on a fait un projet ensemble. Mais on a tellement travaillé dans le projet, on était tellement dedans que j'ai jamais appris à te connaître réellement. Ça, c'est une réalité. Je sais pas grand-chose. Je sais que tu viens, parce que là, j'ai ta bio devant moi, et ça dit que tu es né en France, en 72, et que à cet endroit, tu as étudié le cinéma. Ça, c'était à ma grande surprise. Donc, t'as fait 5 ans de cinéma là-bas? Ouais, alors, faut que j'arrête de toucher partout, là. Ça va aller bien. Non, c'est beau, tiens. C'est parce que je suis habitué à toucher partout, là, mais il faut pas. C'est bon. En fait, c'est pas tout à fait à l'endroit où je suis né. Moi, je suis né en France, à Orléans. Okay. J'ai passé 19 ans. C'est une ville moyenne. C'est un peu l'équivalent de Saint-Jérôme, je dirais, parce que c'est comme 1 heure de Paris, tout ça. Et j'ai commencé des études en lettres et je voulais faire du cinéma. Okay. Et donc, je suis parti faire un concours à Bruxelles. Il y a une école qui s'appelle l'INSAS, qui est l'école nationale, en fait, francophone, là, je dirais. Pas juste nationale. En Belgique, qui est vraiment une chouette école. Et je m'y attendais pas, mais j'ai été pris parce c'était une sélection pas possible. Ça durait 1 mois, puis ils prenaient que 10 personnes par section. Okay. Ouais, c'est ça. Et finalement, j'ai passé 5 ans là, et c'est quand même aussi par ce biais-là que je suis arrivé au Québec en plus, parce qu'il y avait une Québécoise dans ma classe. OK. Cette Québécoise qui est ta blonde, finalement? Non. Ah non? Ah OK. Pas du tout. OK. Non, en fait, c'est ma meilleure amie. C'est l'amie que j'ai depuis le plus longtemps québécoise, et qui est encore une amie très proche. Et voilà. Mais c'est vrai qu'elle a été mon... Je vais pas aller trop dans le privé, là. Elle est ma principale entremetteuse. OK. Parce que j'ai eu 2 grandes histoires d'amour, dont la deuxième que je continue à vivre depuis 99, en fait. Mais donc, c'est toujours arrivé par le biais de cette amie-là. Mais même involontairement, en fait, c'est comme une histoire un peu particulière. Wow! Et quand tu as fait tes études en cinéma, ça voulait dire quoi exactement? C'est étudier le cinéma ou c'était tu faisais de la production? Ouais, c'est ça, je vais te préciser un peu. Donc, c'était vraiment une école pratique, là, c'est pas du tout comme juste une formation universitaire. On apprenait, il y avait différentes sections. Moi, j'étais dans la section, là, je vais être un peu cru, mais des branleurs, en fait. Et des branleuses. Non, mais... C'est-à-dire ceux qui voulaient devenir Jean-Luc Godard, Federico Fellini et compagnie. Donc des gens qui se prenaient pas pour de la merde, qui pensaient qu'ils deviendraient ou Xavier Dolan à l'époque, sans savoir que ce serait Xavier Dolan. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on pensait tous qu'on était des génies du cinéma en entrant dans la classe, alors que les sections plus techniques, mettons si tu étais en section son, image, montage, finalement, c'était des gens avec le recul qui avaient plus les pieds sur terre, qui ont vraiment appris un métier et qui avaient peut-être moins de problèmes d'ego etc. Mais donc, tu faisais une formation, tu as fait de la scénarisation, donc? Ouais, beaucoup. Ça, c'était vraiment ma spécialité. Et ça l'est encore jusqu'à un point. C'est vraiment le fil conducteur, c'est raconter des histoires. C'était ça mon point fort. Mais par contre, sur les 5 ans, j'ai vraiment découvert aussi mes points faibles. Ce qui prouve que c'était une très bonne école, en fait. Parce que savoir un peu plus qui on est après 5 ans, c'était bien. Ouais. Et aussi, j'ai eu plein d'amis, évidemment. Des gens qu'on se suit encore. D'ailleurs, avant de commencer le podcast, je te disais que j'étais en train de faire une musique de film. C'est quelqu'un qui m'a rappelé qui était dans cette nébuleuse-là il y a 25 ans. Puis tu vois, il m'a rappelé pour une musique de film documentaire, là, juste... Comme ça. Voilà. Wow. Donc, tu gardes encore un bon contact avec tes collègues. Oui, j'ai
parmi mes meilleurs amis sont des gens de cette période-là que je vois malheureusement rarement, parce que la plupart sont en Europe. Mais, Et là, tu traverses l'océan, comme ça, à cause de cette histoire mystérieuse de cet ami. Et, de l'ami de l'ami. De l'ami de l'ami. Et là, tu poses le pied à Montréal. Ouais. Est-ce que tu poses le pied à Montréal avec un certain plan ou juste à titre d'explorateur? À cet âge-là, j'étais pas mal explorateur. T'avais avec quoi, 24 ans? Ouais, 23-24 ans. 23-24. J'avais pas de plan de carrière très, très sérieux. Je sais pas comment te résumer ça. Mais disons que j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix à l'âge que j'ai aujourd'hui. Non, ça c'est sûr pour tout. Hein, mais je regrette pas du tout. OK. Je regrette pas du tout. Mais grosso modo, ce qui est arrivé, c'est que dans ma petite ville, je faisais de la musique, j'avais des groupes de musique. Quand je suis entré à l'école de cinéma, sur le babillard, j'avais mis un petit mot pour essayer de remonter un groupe. OK. Et personne n'a vraiment répondu. Par contre, il y avait une offre pour vendre un 4 pistes, un vieux 4 pistes. OK. Et donc, c'est comme ça que je me suis mis à faire des chansons aux 4 pistes. Donc, pendant les 5 années de l'école, je faisais des cassettes, quoi. Et c'est à la fin de l'école, quand j'ai été diplômé, finalement, j'ai eu un contrat de disque en France. Et donc, juste pour simplifier l'affaire, j'ai eu le contrat de disque, mais avant ça, j'avais fait mes démarches pour m'installer au Québec. Et donc, mon disque est sorti, mais je m'installais au Québec. Donc, c'est vraiment l'anti-plan de carrière absolu. Oui, en fait, complètement. Voilà. C'est se tirer dans le pied, comme on dit. C'est ce que j'ai fait souvent, en fait. Mais... ça doit être pour ça que je danse ou que je fais danser. Oui, exact, c'est ça. Et donc, quand tu t'es installé ici, il fallait tout bâtir un réseau, un nouveau réseau, si on peut dire ainsi. Donc, parce que quand on regarde la liste, tu sais, tu as travaillé avec tellement de gens, tu sais, Martin Léon, Michel Faubert, Jean-Pierre Ferland, Corcoran, Dumas, Lassa Dessel, Franny Odor-Bia. Je veux dire, c'est un peu absurde, là, et ça continue la liste. Mais pour avoir ces contacts, c'était quoi? T'allais voir des shows, t'allais jaser avec les gens après. C'était... Comment t'as pu construire ça? Quelque chose, et disons-le, assez rapidement que tu l'as construit, ce réseau. Je pense qu'il y a aussi ce qu'était Montréal à cette époque-là, l'âge que j'avais. Parce que je suis quand même... Tu l'as dit toi-même tout à l'heure que tu ne me connaissais pas si bien que ça. Je peux être sauvage un petit peu. Je pense que je suis profondément même sauvage, en fait. Dans le sens... Et là, en fait, je n'emploie pas le bon terme parce que maintenant, sauvage, c'est quasiment un mot banni, je dirais, mais... Introverti, un peu... Ouais, introverti et dans mon coin. En fait... comme un artisan qui aime bien se lever tous les matins, aller à son travail. Ouais. C'est un peu ça ma vie, en fait. Puis, mais c'est encore ça, en fait. C'est encore ça. Et ce qui est drôle, c'est qu'il y a une filiation. Là, je pars dans tous les sens, mais ça, c'est une habitude. Oui. Non, puis, et je l'embrasse, cette habitude. Alors, tu as le droit d'y aller. Oui, en fait, mes ancêtres, tout simplement, mes parents donc, viennent de 2 villages à 10 km l'un de l'autre. En Beauce, la Beauce française. Donc, la Beauce québécoise, il y a des collines, des montagnes. La Beauce française, c'est le plat pays. C'est comme la Mancha aussi, près de Madrid, c'est plat, quoi. Et il y a des champs et tout. Et donc, au fond, j'ai des origines... comment je dirais ça? Mes parents sont la première génération qui a débarqué en ville, en fait, dans une petite ville. Et derrière ça, c'était soit des gens qui étaient reliés vraiment à la terre ou artisans. Okay. Mais surtout artisans, en fait. Et donc, au fond, mes 2 grands-pères, si j'y pense, c'était des gens qui étaient pareil assis. J'en ai un qui était horloger dans un petit village. Mais dans le sens où horloger de l'époque où on fabriquait des horloges, des comptoises, on réparait les montres, etc. Mécaniquement. Et moi, j'ai vu d'ailleurs comment, dans les années 80, quand j'avais peut-être une dizaine d'années, avec l'arrivée de la montre à quartz, etc., le fait que finalement, il a perdu prise un peu sur ce métier-là avant d'être à la retraite. Un peu comme on a beaucoup vécu dans plein de métiers, en fait. Mais donc, c'était de l'artisanat. Et dans le cas de mon autre grand-père, ça, c'est assez intéressant. Lui était, en fait, au départ, artisan bourrelier. OK. Bourrelier, c'est-à-dire il s'occupait de faire des harnais, toutes les pièces de cuir, justement pour le bétail, etc. Mais aussi, je pense qu'il faisait des matelas, toutes sortes de choses.
Des trucs faits à la main, voilà. Encore une fois. Et pareil, lui aussi a vécu ce truc-là, mais plutôt dans la mécanisation, c'est-à-dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, il était assez jeune. Évidemment, il y a eu la mécanisation agricole. Oui. Et donc, il s'est... Comment dirais-je, il a bifurqué. Il n'avait pas le choix, en fait. Il est devenu assureur agricole. Voilà. Mais tout ça pour dire qu'il y a cet aspect un peu obstiné et dans son coin. Et mon père, dans un sens, est aussi dans cette lignée-là, d'une autre manière, que je relis. Tu vas voir que c'est pas du tout le même métier. Mais bon, non. Pour moi, ça a un lien. Mon père, en fait, est psychiatre. Donc, lui, à l'époque, il faut voir, il était le fils aîné, c'est à la campagne. Et donc, normalement, il aurait pu devenir, par exemple, curé, médecin, avocat. Et donc, il est devenu médecin. Et comme il a fait des bonnes études et tout, mais par contre, comme il était peut-être un petit peu en recherche ou en proie à ses propres démons, je pense qu'il a été vers la psychiatrie, en fait. OK. Mais donc, ça veut dire que toute sa vie, là, il vient de prendre sa retraite, il a été assis dans une pièce avec des gens qui passaient, mais aussi installé à un bureau et tous les matins, etc. Et discuter avec eux et d'être plongé dans leurs histoires aussi. Ouais. Et donc, il y a quelque chose de très sédentaire, en fait. C'est bizarre, mais... Sédentaire, mais j'aime bien quand tantôt tu as dit mécanique. Parce qu'il y a un mécanisme dans tout ça, dans la façon d'établir ton boulot, ta relation, peu importe avec ton métier ou la personne avec qui tu fais tes échanges. Moi, je me souviens que la première fois que j'étais venu chez toi, j'étais venu prendre un café, on s'était parlé un peu, puis tu as dit, OK, on va aller au studio. Et là, on a pris une petite marche dans le coin de Jean Talon. Ouais. Puis là, on est rentré dans ce petit studio. Et écoute, est-ce qu'il y a une fenêtre, même? Oui. Mais elle est bien cachée, cette fenêtre. Non, mais... En fait, il faut que tu montes sur une échelle. OK, c'est ça, voilà. Mais je me souviens, j'étais rentré, c'était pas un fouillis, mais c'était beaucoup... Oui. Peut-être maintenant, oui, mais... Tu peux le dire comme ça. Mais il y avait tellement de machines, de trucs, et c'était assez minuscule. Puis tu disais, ça ici, je m'enferme, c'est ici que je travaille, que je bisoune mes sons, que je fais des recherches. Et ça m'avait vraiment impressionné parce que, évidemment, c'est peut-être encore la déformation professionnelle, étant donné que je suis un musicien classique, puis j'ai tout fait un autre apprentissage de la musique. Tout à fait. Et qui est dans la pratique de l'instrument, seulement l'instrument et l'interprétation. Dans ton cas, quand tu m'expliquais, tu vois, moi, c'est ça, je passe des heures, je viens de m'acheter un petit clavier qui propose tant et tant de sons, il faut que je les teste toutes pour trouver qu'est-ce que j'aime, prendre des notes, tout ça, et les mettre dans des contextes. Et c'est un travail complètement fou, là, à vrai dire. Moi je trouvais ça fou parce que... Moi, je trouve que c'est plus ton travail qui est fou. Je sais. C'est ça, c'est comme... Chacun son truc, mais je me souviens que ça m'avait beaucoup impressionné. Puis par la suite, après, en parlant avec d'autres musiciens qu'on a comme amis, c'est ça que les gens font. Je pense à Philippe Brault, d'ailleurs, qui travaille... Avec qui on a bossé pas mal récemment, Pas mal récemment. Il me disait la même chose. Il dit, écoute, je reçois une nouvelle, je sais pas, une pédale de quelque chose, puis là, il va l'analyser, aller lire là-dessus, sur des blogs, tout ça. C'est vraiment un travail indépendant. Là. Mais je ferais quand même une différence, si tu parles de Philippe. Mm-hmm. Mais je pense que ça vient vraiment aussi de toi, ton esprit. Parce que dans ta lecture, c'est-à-dire que tu m'attribues des forces que j'ai pas. En tout cas, elles sont autres que ce que tu décris, je pense. C'est-à-dire que je suis pas trop du genre à aller dans les... Tant que ça, lire les notices et tout ça. Non. Je suis plutôt une sorte de... un peu fou furieux, quoi. C'est-à-dire que j'y vais, quoi. Ouais, tu plonges. Ouais. Tu prends l'objet. Mais donc, c'est pas... c'est très intuitif, c'est pas en carré, c'est pas structuré. C'est pas structuré. Non, du tout. Intuitif et d'instinct. En fait, la structure, c'est la routine. Ouais. La répétition, mais le reste ne l'est pas. OK. Mais, donc, revenons encore un peu avec ton arrivée au Québec. Donc, tu as décidé de commencer à faire ta musique, tout ça. C'était qui tes premiers collaborateurs pour faire un band? Ça, c'est une belle histoire aussi. Alors, parce que donc, je fais un premier disque qui est enregistré à l'époque, donc en Belgique, puisque je terminais l'école, et l'été suivant, on est resté avec un type de ma classe qui est un de mes meilleurs amis, c'était sa première fois comme ingé son. D'ailleurs, c'est pour ça que le disque
sonne d'une drôle de manière parce que je pense qu'on n'avait pas encore notion complètement de la compression et d'autres effets. Donc c'est un anti... j'ai un ami mixeur qui l'a écouté plus récemment et il dit que c'est comme un anti-mix en fait. Okay. C'était très drôle. Mais où est-ce que j'en... Ah, je suis parti dans... C'est ça. Donc, tu vois, c'est avec ton ami. Vous êtes là, vous faites votre projet, le disque qui est anti-son, un petit peu dans la balance. Oui, mais aussi donc basé beaucoup sur du 4 pistes, des petits bricolages, c'est-à-dire pas du tout un disque de groupe. Et quand je suis arrivé ici, on a dû adapter. Et ce qu'il faut se rappeler aussi, c'est que dans le milieu des années 90, j'ai eu ce problème jusqu'à, je dirais, peut-être 2002-2003. C'était très difficile d'adapter une production électronique sur scène. C'est-à-dire que, ou alors tu étais un DJ ou quelqu'un vraiment juste en musique techno, et donc tu étais dans un contexte comme ça, mais si tu voulais, mettons, chanter et qu'il y ait de l'électronique et des instruments, c'était pas du tout intégré, l'équipement n'existait pas réellement, c'était de l'équipement souvent de studio. Et si tu regardes, à part des très 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 gros projets, mettons, je sais pas, Massive Attack, Portishead, des choses comme ça, c'était pas faisable tout simplement, techniquement, ou c'est une question de moyens, mais aussi d'objets, et aussi de connaissances. Et donc, le premier groupe que j'ai monté, on jouait des adaptations, tout simplement. De tes pièces? De mes pièces, batterie, basse, guitare, comme un groupe normal, quoi. Ouais. Et ça a été souvent comme ça, en fait. Ça a mis beaucoup de temps avant qu'il y ait comme une coïncidence, je dirais, entre ce que je produisais et ce que j'étais capable d'amener sur scène. Après, aussi, des fois, j'ai dévié, mais par goût aussi. Oui, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour dire que ma copine de l'époque, en fait, travaillait au cinéma du Parc. OK. Et donc, elle était ouvreuse et tout. Et un des types avec qui elle travaillait s'appelait Kim Ho. Il s'appelle toujours, d'ailleurs, Kim Ho. Et un super guitariste qui jouait en fait avec un autre type qui s'appelle Sid, qui était l'ancien drummer de Me Mom and Morgenthaler. Ah, ok. Et en fait, c'est eux qui m'ont pris en charge. Et donc, pendant les premières années, j'avais un band total anglophone. Ouais. Mais voyons. Ouais. Wow, ok. Ouais. Et c'était super chouette. Et Kim, on a joué... je pense qu'il a joué jusqu'en 2007-2008, quelque chose comme ça, une dizaine d'années avec moi. Okay. Donc, il y a eu des périodes. Sid, ça a été... Lui, il est parti à Vancouver, donc ça a duré moins longtemps. Mais c'était assez marrant, ouais. Donc on est venu même tourner en France avec un band anglophone. C'était assez drôle. Ah, yeah. Ouais. Et donc ça a débuté, tout ça a débuté avec ces deux-là. Ouais. Comme tu viens de le dire, dans les années début 2000, tu as réussi à transposer, à amener sur scène les sons que tu désirais partager, ou du moins qui respectaient un peu ce qui était sur le disque. Presque. Et maintenant, tout est possible maintenant. Alors, je veux dire, on peut amener... Maintenant, c'est l'extrême même inverse, je te dirais. C'est-à-dire que j'ai gardé une gêne de cette époque-là. C'est-à-dire que pour moi, c'était gênant, par exemple, d'appuyer sur un bouton et de commencer la chanson. C'était pas quelque chose d'imaginable. Complètement. Mais écoute, il suffit d'aller voir des groupes de hip-hop pour y penser, puis c'est un peu traumatisant parce que j'ai toujours cette histoire-là qui me fait rire, c'était les Dead Obies qui commençaient leur carrière, puis je connaissais des gens de la boîte qui étaient là, puis qui allaient les voir, puis c'était littéralement là, sur scène, un ordinateur. Ouais, c'est clair. Et c'est tout. On appuyait, le show était parti, c'était cool, ça allait bien. Puis le gérant est allé voir et dit « Vous avez un deuxième ordinateur, n'est-ce pas? » Et les gars font « Non, on n'en a pas. » Il dit « Je suis devenu tellement nerveux tout le show. » Puis il dit à la fin, il dit « On s'en va acheter immédiatement un autre ordinateur. » Sur ce, je vais te raconter une histoire parce que là, tu m'aiguilles. Mais j'ai fait un unique spectacle à New York. OK. Pas parce qu'il était mauvais que j'en ai fait un unique, mais bon. Mais c'est une histoire un peu comme ça, c'est-à-dire que c'était en, je ne vais pas dire de bêtises, 99 justement. OK. Et donc là, il y a un type avec qui j'ai joué aussi très longtemps, qui s'appelle Christian Miron, qui était aussi DJ. OK. Il est à la fois charpentier, DJ, il fait plein d'affaires. Et tout le côté concret des objets était beaucoup plus à l'aise que moi, donc c'était vraiment, on faisait une bonne équipe.
il faisait aussi un peu de basse à ses heures et tout. Et donc, on est présenté, c'est un festival à la Knitting Factory, un festival French, je sais plus quoi, French Festival. Mm-hmm. On est invité là, il y a Miosek, Yann Tiersen, enfin, c'est un chouette festival. Et nous, on arrive à Manhattan, et en fait, il y a cette histoire où on ne pouvait pas amener... Moi, je travaillais à l'époque dans un sampler, ou je ne sais pas comment dire, en tout cas un échantillonneur à Akai S2000, et je ne pouvais pas l'emmener. Donc moi, j'ai amené juste les disquettes, si tu veux, et eux devaient le louer sur place, la Knitting Factory. Donc, on est arrivé pour le spectacle l'après-midi, pour le soir, et en fait, ils n'avaient pas loué le bon sampler, ils s'étaient trompés. Oh non. Et donc, c'était présenté partout comme un show électronique, chansons électroniques, etc. Et en fait, c'était guitare-voix. Donc, vous l'avez fait guitare-voix? Ben oui, on a cherché, on a couru dans Manhattan pour essayer de trouver... en tout cas, bon, on n'a pas réussi à avoir le bon sampler à ce moment-là. Pour te dire comment c'était, mais c'est vrai qu'après, on a eu... Dans le reste de ma carrière, il y a eu souvent des moments de sueur froide avec soit des laptops en particulier. Moi, je sais que pendant très longtemps, je les ai tenus très très loin de la scène, le plus loin possible, parce que je trouvais que c'était vraiment une calamité, là. Maintenant, c'est moins le cas. Ouais. Et puis après, j'ai appris à déléguer surtout, c'est ça qui est arrivé. Comme depuis surtout 2004, tu connais José Major. Oui. Bon, José, au départ, c'est un batteur, un drummer. Et il a commencé à prendre les machines avec moi. Il est à la dure un peu. Il remplaçait Marc-André Larocque, que tu dois connaître aussi. Ouais. Marc-André qui partait en tournée mondiale avec Lassa. Et on venait d'enregistrer justement Hélicoptère, l'album dont tu parles, que tu as bien aimé. Et on partait en Allemagne pour une tournée 3 semaines après. Et il me dit, je peux vraiment pas, c'est la tournée mondiale avec Lassa, je peux pas refuser ça et tout. Je comprenais. En plus, Lassa, c'était une amie et tout. Et il me dit, moi, je vais te trouver un type. Et donc, il m'a trouvé Joe, on ne se connaissait pas. Et 3 semaines après, on était en Autriche, en Allemagne et tout. Et il n'avait jamais manipulé de machine. Pour lui, la batterie, c'était la batterie, point final. Et maintenant, tu le vois aujourd'hui, il joue avec tout le monde et il manipule... il y a une complète aisance. Oui. Il y a une aisance, puis en plus... à le voir sur scène, aller avec les machines, c'est rassurant. Là. C'est complètement rassurant. Moi, José, c'est... Quand je te disais... Tu sais, tout à l'heure, tu disais que tu me décrivais presque comme... Oui, je suis méticuleux, mais je suis pas fiable. C'est-à-dire que il y a un aspect chaotique quand même dans ma démarche. Ouais, je l'ai découvert sur scène avec toi. C'est ça. Ouais, je l'ai vu. Et donc, ça prend, pour un équilibre sur scène, ça prend quelqu'un comme Joe. Ouais. Ou alors que je sois tout seul, tu vois, maintenant je fais des fois aussi des shows tout seul avec des vidéos, une espèce de fausse conférence PowerPoint qui dérape complètement. Et ça, je sais que je peux déraper à 100% parce que je suis seul maître à bord, si tu veux, et je vais pas embarquer tout le monde dans mon truc. En fait, oui, je vais embarquer le public, mais pas les gens sur scène. Ouais. Mais quand c'est vrai qu'il y a un spectacle plus traditionnel et qu'il y a quelqu'un comme Joe en arrière, je sais qu'il est plus carré que moi, vraiment. C'est ça, je suis pas carré. Je suis vraiment pas carré. Non. C'est pour ça d'ailleurs que je travaille avec des machines. Parce que les machines sont carrées. Ah oui, OK, il y a des limites. Il y a des limites où est-ce qu'on peut aller. Elle te garde sur le droit chemin, ces machines. Écoute, pour la préparation de ce podcast, je me suis un peu... d'habitude, je me mets à lire un paquet d'articles, je me mets à lire des entrevues pour être dedans. Là, j'ai décidé de pas faire ça. Super. Oui, et j'ai décidé de faire une semaine entière où est-ce que je suis un coureur maintenant, j'adore le jogging, alors chaque matin je me prenais, j'ai fait la chronologie de tous les disques et je me suis tapé tous les disques. Donc là j'ai tout ton univers sur disque, parce que là, après il y a d'autres choses aussi à côté qu'on va discuter, mais tout cet univers là il est présent, puis j'arrêtais pas de penser à la langue, au français, ton emploi de cette langue, comment tu la maîtrises, qu'est-ce que t'en fais exactement. Je trouve ça drôle parce que dans ta bio, tu dis, en tout cas, du moins, quelqu'un a écrit, peut-être pas toi, je sais pas. que tu fais de la chanson francophone, c'est-à-dire, c'est ça qui est écrit là, ni franco-française, ni québécoise, pure laine, et que tu... Mais que c'est du français. Et en y pensant, c'est vrai que tu vas un peu dans ce côté-là. Il y a un français un peu neutre qui est présent en tout cas, ton accent, il commence un peu à se dissiper tranquillement, ce qui est une belle chose, c'est le fun, c'est vraiment unique, il n'y a pas beaucoup de gens qui chantent comme ça, mais les thèmes que tu emploies, même le style de mots que tu prends, moi je connais pas beaucoup de gens qui utilisent, tu sais, tu vas jamais aller dans des
des paraboles grotesques ou gigantesques. C'est toujours un peu dans la subtilité. C'est très proche des livres aussi en même temps. Quand on parlait de scénario, tout ça. Ouais. Est-ce que des fois, t'essaies de sortir de l'exercice de lecture ou tu essaies de justement... d'écriture ou tu essaies de garder un peu cette esthétique-là? Est-ce que c'est volontaire ou c'est juste naturel? Je pense que c'est naturel, mais par contre, un peu comme toi, tu travailles ton violon, c'est un travail constant. Ouais. C'est paradoxal de dire que c'est naturel et que c'est un travail constant, mais je pense que ça a quand même beaucoup évolué entre mes débuts et aujourd'hui. Oui. J'ose plus faire plus court ou plus, entre guillemets, simple. Mais oui, c'est toujours un combat un peu. Ben, écoute, entre autres, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un certain moment, tout le monde fait ça en chanson, c'est normal. On fait des belles rimes. On veut que on veut qu'il y ait de la musique dans les mots, c'est normal. Et il y a à partir de... Et j'ai remarqué, là, c'est vraiment... Juste après Hélicoptère, tu as commencé à faire... Non, les rimes, c'est peut-être pas si nécessaire que ça. Tu as dit comme un peu adieu à ça. T'es sérieux? Non, mais des fois, il y en a. Tu peux pas juste pas faire des chansons sans rime. On en a besoin. Il y en a. Mais tu prends souvent un petit chemin à côté. Des fois, les mots s'abandonnent comme ça. Puis je disais, OK, là, il a commencé à décider d'aller dans ce coin-là. Puis j'ai remarqué une différence. Je sais pas si ça coïncidait un peu avec tes projets d'écriture, entre autres d'un livre, parce que tu as fait un livre. Ouais. Et des fois, je me disais, peut-être que c'est l'influence de ça, peut-être, je sais pas. C'est curieux parce que j'avais pas du tout cette impression-là. OK. L'opposé? En fait, je te dirais, mes tout débuts, surtout français, donc les 2 premiers albums, il y avait à peu près pas de rime. C'était... Attends, tu parles de celui qui s'appelle, peux-tu me dire le nom? Il y a Monde pour n'importe qui, okay. En 96, et La nuit éclaire le jour qui suit en 98. Mais ils sont... Si t'étais pas là, dans la boucle à cette époque-là, tu les connais peut-être pas. Non, je suis pas dans la boucle, mais en fait, ils sont pas si faciles à trouver. Ils sont très difficiles à trouver parce que le label Lithium français a fermé en 2002 ou 2003. Et comme j'étais pas dans les méga stars du label, en fait, la méga star du label, c'était Dominique A. OK, parce que moi, ton univers, il commence en 2001. Ah, donc voilà pourquoi. Bon, l'histoire est faussée. Je vais devoir... En fait, l'album Monde pour n'importe qui, je l'ai rendu disponible sur YouTube il y a quelques mois pour le 25e anniversaire. Donc ça, c'est le fameux premier album. Ça, faut le dire. Allez écouter ça. Je vais être le premier à aller écouter. Tu vas être surpris par ma voix, qui n'est pas la même. Même si j'ai encore une voix assez juvénile, là, elle était encore plus juvénile. Alors, je ne sais pas si c'est imaginable, mais c'est possible. Mais alors, ça veut dire qu'en fait, il te manque une énorme pièce du puzzle. Oui. Parce que particulièrement le 2e album, c'est un album, en fait, qui était quasiment du rap. Okay. Il n'y avait à peu près pas de rime. Et je pense que les 2 premiers, j'étais vraiment dans un truc... pas punk, parce que la musique n'était pas punk, mais j'étais très anti-norme. Mais voyons. OK. Et donc, je te dirais que c'est plus à partir du moment où j'étais avec la tribu au Québec que j'ai été reconnu, dans le sens que j'ai fait Petit Cosmonaute, j'ai gagné à la disque comme auteur-compositeur, et que quelque part, j'avais pas le même mandat. Ça peut paraître étonnant, mais avec Lithium, c'était un type qui était derrière Lithium, qui s'appelle Vincent Chauvier. Et lui, si tu veux, c'était vraiment, dans le contexte français, un label très underground, très niché. OK. Mais qui était distribué par Virgin France. Okay. Donc, il y avait à la fois du gros, mais aussi quelque chose de très spécialisé. Et en fait, après, quand ma fille est née, donc en 2000, j'ai signé avec la tribu, et ça a été un mandat complètement différent, puisqu'au fond, la tribu se présentait plus comme un label plus généraliste, bizarrement. Okay. Donc, c'était à la fois plus modeste, parce que j'étais dans une structure plus petite, mais c'était plus généraliste. Et je pense vraiment que quand même entre guillemets, les œuvres sont liées aux commandes. C'est-à-dire, c'est même pas conscient, mais je m'adressais pas au même public. C'est-à-dire que je pense que depuis début 2000, je m'adresse à un public dans un certain sens plus radio-canadien. mais j'en suis content. Hein, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que c'était plus ouvert comme spectre. Et donc,
progressivement, je pense être plus, entre guillemets, traditionnel que ce que j'étais. Ah oui. Et donc faire plus de rimes, etc. Oui. Wow, OK. Mais je vais te... J'ai un bouquin sur Lithium que je vais te prêter. Oui. Et La nuit éclaire le jour qui suit, il va falloir que je la mette en ligne aussi. Parce que ça, c'est un disque un peu culte. C'est un disque double avec une face instrumentale et une face chantée. Et qui est vraiment presque du rap, en fait. C'est ça. Écoute, et là, tu vas découvrir, j'ai nommé ça, pour moi, tu existes depuis 2001 en disque, mais pour bien les gens aussi, je pense. Oui, en fait, pour la majorité des gens qui connaissent. Je dirais moitié-moitié. Pour les Français, au Québec, c'est ça. Ouais, au Québec, c'est moitié-moitié. En France, c'est plus compliqué parce que c'est presque l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui m'ont perdu de vue depuis le Québec. Mm-hmm. Et pour eux, j'existe que entre 95 et 99. C'est fou. Et là, ils m'ont redécouvert il y a 2-3 ans parce que j'ai un album là qui est ressorti, qui a fait un peu plus de bruit et qui a reconnecté les fils un peu. Ah non, c'est incroyable ça. Puis on va parler un peu pandémie parce que, OK, tu as fait un album instrumental, un EP. Ouais, au début de la pandémie, ouais. Ça, il a été produit pendant la pandémie ou avant il est sorti du moins? Ouais, en fait, il a été vraiment écrit en 2016. OK. Mais je l'avais mis de côté... Tout simplement. Ouais, et au moment de la pandémie, je suis retombé dessus un peu par hasard et je dis finalement, c'était pas mal, quoi. Ouais, peux-tu redire le titre parce que je veux pas mal le dire. Cancionero de Palacios. Pourquoi dans cette langue et pourquoi toutes les pistes sont dans une autre langue? C'est une histoire assez marrante. Et d'ailleurs, je pense que c'est relié au fait que je t'ai connu, étonnamment. Okay. Mais tu vas comprendre... OK. L'histoire. Ouais. Mais en tout cas, quand je dis toi, c'est toi, mais aussi des gens justement comme Philippe Brault ou d'autres, c'est-à-dire des gens qui sont instruits en musique, qui peuvent interpréter une partition ou l'écrire, chose que je peux pas vraiment faire, c'est-à-dire je suis vraiment nul. Voilà. Et donc, le contact avec d'un musicien quasi autodidacte, ce que je suis, j'ai appris le piano, mais j'étais vraiment un mauvais élève. La guitare, je suis autodidacte, je sais même pas ce que je joue, c'est comme si c'était... Je connaissais toutes les rues de Montréal, mais sans connaître leur nom. En fait, ça ressemble à ça. C'est tellement un truc que je comprends maintenant, là, que je comprends qu'il existe, que je commence à avoir un petit peu trop d'amis qui sont dans cette catégorie de gens. Tu commences à trouver ça chiant? Non, ben, évidemment, on se pose toujours la question, je me dis, est-ce que moi, si ça avait été, est-ce que ça aurait pu être le cas de devenir comme ça, d'être capable? Parce que c'est vraiment... je pense qu'on est ce qu'on est. Oui, on est ce qu'on est. Ah, ça, oui, bien dit. Mais c'est quand même un truc, tu sais, Pierre, c'est la même chose. Pierre Lapointe, même chose. Ah oui, Pierre aussi. Mais Pierre, c'est un peu bizarre. Non, il est un peu plus lettré que moi, je pense, pour il a fait 50 violons, quand même, quand il était petit. Mais aujourd'hui, il lit pas une partition, là. Il fait pas ça, il touche pas à ça, là. Je dis, même, il met ses mains sur le piano, puis ça part tout seul. Moi, je comprends rien ça. Puis toi, c'est la même chose avec la guitare. Tu pars, tu connais l'accord de ta guitare, mais après, tu mets tes trucs. Je sais pas trop ce que je fais, ouais. Mais pour moi, l'idéal, mais ça, c'est vraiment le top du top, c'est les gens qui ont les deux, quoi. Mais ça, je sais pas, c'est Duke Ellington, c'est des gens comme ça. Ouais, c'est vrai. Philippe Brault, entre autres. Philippe Brault, je pense qu'il y a les deux. Oh, il maîtrise. Alex McMahon, même chose. ici au Québec, je pense. Je parle dans les domaines pop, là, il y en a dans d'autres domaines aussi. Ceux qui ont les deux dans le milieu pop, c'est sûr que tout ça aide beaucoup le travail. Oui. Pour écrire les arrangements, puis aussi avoir une efficacité, une longueur. Être fonctionnel même. Être fonctionnel. C'est sûr que ces gens-là vont peut-être un peu moins patentés que toi pour arriver à leur fin. Tout à fait. Simplement. T'sais. Mais j'ai un respect énorme pour ça et depuis, je dirais... Je pense que ça a commencé vers 2007 quand j'ai fait Chœur. J'ai bossé en particulier avec Guido Del Fabbro, avec qui je bosse encore souvent. Super violoniste, concepteur. Et progressivement aussi, c'était des commandes. Là, j'ai beaucoup travaillé en théâtre aussi pendant 10 ans pour Denis Marleau. Et le fait de devoir me frotter à des domaines qui étaient moins les miens, justement peut-être parfois plus académiques ou plus sérieux, ou confronté, comme par exemple là, avec Philippe, on était sur la pièce Soif. Il y avait le Quatuor Bozzini, par exemple. Donc, d'être tous les jours à côté d'eux pendant 2 mois, c'est sûr que ça donne une perspective. Ouais. Et au départ, je dois t'avouer que j'étais hyper complexé. D'être à côté de Philippe,
et du quatuor, pour moi, j'avais l'impression d'être un pur imposteur. En plus, dans cette pièce-là, je jouais de la guitare. Donc, c'était vraiment très, très étrange. Et en fait, c'est un peu comme tu disais, je pense qu'il y a vraiment... premièrement, on est un peu ce qu'on est, mais je pense qu'il y a des points de réunion. Moi, dans le groupe, des fois, on s'en parlait... un guitariste avec qui j'ai joué aussi très longtemps, Denis Ferland, lui, il a étudié la guitare classique et tout, donc il sait ce qu'il joue. Et ce qui est assez marrant, c'est que finalement, c'était comme de la traduction, c'est-à-dire que souvent, quand on était dans des situations professionnelles où il fallait aller très vite, il était mon interprète, quoi, mon traducteur. Voilà. Mais donc là, on a fait un très très long détour. Pour venir à ce disque instrumental. Et donc, pour moi, c'était tabou, l'interprétation et reprendre une partition ou reprendre... puisque je me sentais complètement nul pour ça, tout simplement. Et il y a eu donc des déclics beaucoup qui se sont faits en théâtre. Par exemple, il y a un moment, j'ai eu une commande pour une pièce qui s'appelait La Ville de Martin Crimp. Et Denis Marleau demandait que toute la composition, la musique, l'univers sonore de la pièce soit basé sur une seule pièce de Schubert. Et donc pour moi, c'était assez terrible parce que, comme je disais, je suis nul pour lire la musique. Et donc j'ai été chercher les partitions en MIDI. OK, ben oui. Et donc je les ai travaillées à ma manière, c'est-à-dire avec les outils que j'avais à travers le MIDI. J'ai ralenti la partition, j'ai ralenti l'interprétation, j'ai fait toutes sortes de manipulations. Et finalement, c'était super intéressant et ça m'a décoincé, je dirais. Mm-hmm. Je me suis dit, en fait, c'est dans le mot interpréter, il n'y a pas une façon d'interpréter. Et je me suis dit, au fond, j'ai autant le droit d'interpréter. C'est sûr que je vais pas faire chier tout le monde à essayer d'aller à l'OSM faire je sais pas quoi parce que ça va être affreux. Mais interpréter avec mes outils et à ma façon, c'est possible. Et donc aussi, j'avais une recherche, c'est dans ces années-là, vers 2015, sur l'anonymat. Et donc, je sais pas comment ça s'est fait, mais anonymat, interprétation, Internet, tout ça, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des partitions anonymes du 16e siècle, les Cancioneros de Palacios. Donc, c'était la musique de la cour du roi d'Espagne, qui était toute écrite la plupart par des anonymes et qui a été conservée. Et donc, il y a des transcriptions MIDI de ça, de certaines pièces anonymes. Et je suis parti de ça, je me suis dit, au fond, ce serait super intéressant de faire un album électronique en partant de ce matériau-là, le réinterpréter. Plus comme un remix, dans le sens où il y a certaines pièces qui sont très proches de l'original, mais d'autres qui sont complètement éloignées. C'est-à-dire, je l'ai utilisé comme matériau de base, matériau harmonique en particulier, parce que la question que j'avais, c'était, j'avais déjà fait des albums de musique ambiante, et souvent, en musique ambiante, tu sais, t'es dans une tonalité... C'est modal, je sais pas, ça bouge pas beaucoup. Exact. Et je m'étais dit, ça serait quand même marrant de confronter... c'était venu justement avec ce travail de Schubert que j'avais ralenti à l'extrême. Et donc, l'espèce de richesse harmonique qu'il y avait, qui était incroyable. Chaque accord, pour moi, c'était comme une mine d'or, quoi. Ben oui. Et je me suis dit, ce serait chouette d'arriver à... Je pense pas d'ailleurs y être parvenu complètement, mais parce que je pense pas que c'est un disque ambiant, mais d'essayer de confronter les harmoniques d'une autre époque à des outils d'aujourd'hui, à des sons d'aujourd'hui. Oui, à des sonorités dites modernes. Là. Et puis, je pense que c'est aussi une démarche qui est plus large vers 95... qu'est-ce que je raconte ? 2015, pardon. Là, je décale. Vers 2015, je pense que c'est une question d'âge. J'avais plus de 40 ans, mais aussi de moments... avant ça, j'étais vraiment, quand je disais punk, là, c'était no future et pas de passé non plus. C'était j'invente dans le présent, il n'y a pas de règles, etc. Et c'est vrai que depuis une dizaine d'années, il y a quelque chose qui a changé. C'est-à-dire que je suis plus obsédé aussi encore par le futur, par le présent, mais aussi par le passé. Et je suis beaucoup plus obsédé qu'avant par le passé, mon propre passé, c'est-à-dire la question de la mémoire, puis du vécu, puis de ce que j'ai laissé derrière moi, alors qu'avant je m'en foutais pas mal, mais aussi tout simplement qu'au fond on peut pas rien faire de nouveau sans s'appuyer sur le passé, sans relire le passé, sans comprendre le passé. Alors
En fait, c'est pas tout à fait vrai parce que quand j'étais enfant, je rêvais de devenir archéologue. Donc j'étais quand même... Je me suis toujours intéressé aussi au passé, mais c'est vrai que comme artiste, mes années de ado, vingtaine, j'étais très... presque arrogant, je dirais. Presque arrogant, mais je trouve ça drôle parce que je note ça surtout dans le milieu du cinéma. Beaucoup de réalisateurs et réalisatrices qui écoutent pas vraiment de films, en fait, qui connaissent pas leur cinéma, qui ignorent le passé cinématographique, qui focusent sur eux, sur leurs idées, sur ce qu'ils pensent être des innovations, je peux dire ainsi, mais pourtant, il y a un lourd passé. Et même si ça fait pas si longtemps que ça qu'on fait des films, là, il y en a des trucs qui ont été faits, puis des beaux plans et tout ça, mais ouais, l'idée punk de la chose, c'est pas pire. Peut-être c'est avec la vieillesse, peut-être une certaine sagesse qui s'est installée. Ben, je pense qu'il y avait une arrogance qui était inversement proportionnelle à ma... Mais est-ce que c'est comme ça aussi avec la littérature? Parce que je sais que tu aimes bien lire. Uh-huh. Est-ce que les livres, est-ce que c'est quelque chose que tu lis des choses présentes, des auteurs vivants, ou tu vas dans le passé aussi? Voilà, il y a une déformation qui vient du fait que je suis français. En France, on avait un système où on devait lire beaucoup d'œuvres du passé de toute façon. Oui, ça je comprends. Je parle, c'est pas pas un point de vue scolaire, mais bien personnel. Là, mais je te dirais, en termes personnels, j'ai mis du temps à aller vers le contemporain, en fait. Ah, OK. Mais ça, comme je te dis, c'est parce que c'était mes bagages de français. C'est-à-dire, j'étais tellement dans un modèle littéraire français que j'ai mis du temps à accéder au présent. Mais maintenant, j'ai l'impression d'y être plus, beaucoup plus. Ouais. C'est bon, ça. Non, mais c'est... Mais écoute, moi, je joue avec Molinari, on joue de la musique du présent, mais malgré moi, je veux dire, on joue beaucoup de musique du passé, mais la musique des morts, comme on dit, là, ça fait partie, fait partie de ma vie, de ma vie présente. Mais je trouve ça complètement fascinant. Je dois t'avouer que même si c'était des partitions MIDI, et même si c'est une relecture très farfelue, j'ai eu une espèce d'émotion d'être en contact avec ces gens-là, en fait. Ouais. Avec ces morts-là, en fait, ouais. De mettre tes pattes... Et ces vivants de l'époque, quoi. Ouais, et puis de mettre tes pattes dans leur truc, là, un peu, là. Ouais, puis je me suis dit, au fond, entre être un peu maladroit, irrespectueux, tout croche, et ne pas se rappeler d'eux ou ne pas les relire, je préfère les relire quand même. Ou me relier à eux, quoi. Puis ça amène aussi la perspective de ton œuvre, parce qu'un jour, tu ne seras plus de ce monde, et que se passera-t-il de tes chansons? Ça, c'est toujours un truc que je trouve intéressant. Ouais. Puis pour la musique pop, c'est un peu douloureux, je trouve. Je pense que oui. Parce que c'est vraiment... Oui, c'est punk un peu faire de la pop, parce que c'est sur le moment présent, on a l'artiste qu'on aime, qui joue devant nous, c'est sa vraie voix. Tu sais, le nombre de gens, le nombre d'amis qui sont allés voir Paul McCartney. Je pense que Paul McCartney fait d'ailleurs une dernière encore tournée, mais la dernière qu'il a fait, il est venu à Montréal. Tous mes amis, puis des gens là, que je te pourrais te dire qui n'ont pas vraiment d'émotion, là, ils pleurent une fois aux 15 ans. Quand premier accord, première note de la bouche de Paul McCartney, des larmes instantanées. Tout le monde. Mais ça veut dire cette sensation, c'est l'espèce de mythe qui est devant toi, qui est en train de chanter, puis là, il n'y a rien de faux, tout est là. T'sais. Mais lui aussi, il va mourir. Par contre, pour moi, il y a une différence essentielle, c'est que Paul McCartney est complètement une légende en absolu, si tu veux. Mm-hmm. Dans mon petit cas personnel, moi, j'ai l'impression d'être au mieux semi-populaire. C'est-à-dire que je pense que je suis plutôt à cheval entre plusieurs choses. Mm-hmm. Donc, j'ai aucune idée s'il y aura aucun souvenir de ce que j'ai fait. Mais que quelqu'un un jour reprenne tes disques, les rejoue. Je suis même pas sûr parce qu'en plus, mes trucs sont un petit peu pas ardus, mais pas si évident. Ouais. Mais je me dis, au fond, je sais pas. Faut faire ce qu'on fait, puis c'est tout. Non, je sais, puis sans trop y penser non plus, est-ce que les gens vont continuer à... Parce que instantanément, ça veut dire que si on rejoue tes œuvres, pas à la radio, je parle, mais les reprendre pour les mettre sur scène, c'est du cover, comme on dit dans le bon vocabulaire. Ouais. Puis est-ce qu'on va voir tant des shows de cover? Des fois, on n'en voit pas tant aujourd'hui. Non, mais c'est vrai que par contre, dans des œuvres vraiment très populaires, ça passe dans un espèce de langage qui devient commun, au-delà de la qualité même de la chanson. Et ça, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai jamais accédé à ça. C'est la vie.
Non, c'est ça. Puis ça amène tout ça de réflexion. L'autre fois, je réfléchissais, entre autres, à l'espèce de groupe québécois dont j'oublie le nom, qui se sont spécialisés dans Genesis. Ils font juste des shows de c'est Genesis. C'est pas The Box ou... The Box, mais The Musical Box. The Musical Box. Ouais. Et ils reprennent, ils ont des vidéos de ces shows légendaires. Ils le refont avec les mêmes costumes, les mêmes mouvements, les mêmes interventions. Tu revis intégralement avec du vrai son sur scène. Ça, c'est quand même... En fait, c'est peut-être surtout ça le truc. C'est d'entendre le vrai son, mais avec les mêmes guitares. C'est comme... Si t'es geek le moindrement de Genesis, ben tu vas vivre là une grosse expérience. Et je crois que ça, ils font partie quand même des gens très uniques qui font ça. Après, je pense que certains groupes, je pense qu'en Australie, il y en a qui ont fait un peu la même chose avec Pink Floyd, où est-ce que tu peux comme littéralement voir là-bas. Il va y avoir de ça de plus en plus. Je pense. Mais peut-être je me trompe. Ouais, je pense que de toute façon, quand tu parlais de Paul McCartney, c'est déjà maintenant dans l'histoire. C'est déjà... Je regarde mes enfants, c'est complètement dans la culture... c'est une évidence, là. Ils connaissent les chansons de Paul McCartney, quoi. Non. Ça va... C'est des classiques, puis c'est... Donc, je sais... Moi, l'impression que j'ai en ce moment, c'est que c'est vrai que ce qui était la musique, mettons, de mon enfance et qui a précédé un petit peu mon enfance, bon, surtout le rapport avec le rock, le pop-rock, quoi, des années 60, 70, 80, même 90. Je dirais qu'après 90... on est dans un truc, mais de toute façon pour toutes les musiques, mais en particulier pour cette musique-là, où on est en mode post-moderne, quoi, en post... pour moi, il n'y a pas vraiment de nouveauté, quoi. C'est-à-dire qu'on est déjà dans des relectures à l'infini, c'est ça. Donc, non, c'est vrai, il y a des relectures. Il y a des gens aussi qui... Je parle pas évidemment du hip-hop ou d'autres choses. Là, je parle vraiment de musique qu'il y avait quand j'étais petit. Oui, parce que les pop, là, c'est un autre... c'est une autre histoire. Une grosse nouvelle histoire. Parlons de livres. Ce cher livre que j'ai vu, que tu avais sorti à l'époque, L'enfance de l'art, livre que j'ai acheté à quelques reprises pour offrir en cadeau à des amis. Un livre comme ça, un roman, littéralement, quand même 350 quelques pages. Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Parce que comme tu le dis, tantôt tu disais, oui, j'avais étudié scénarisation. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Ce que je fais dans la vie, c'est un peu de la scénarisation. Je compte des petites histoires, parce que les petites histoires, ce sont ces chansons. Là, tu as décidé de te lancer dans une grosse histoire. Celle de ce livre. Mais qui à l'intérieur, plein de petites histoires. Plein de petites histoires aussi, mais il y a quand même un fil conducteur. Et c'est quoi qui t'a amené là? C'est le même rêve de départ, c'est-à-dire que adolescent, j'étais pas mal mégalo, en fait. Et j'étais convaincu donc que j'allais faire des films pas possibles, quoi. Et à 18 ans, j'ai écrit un scénario de long métrage, même avant d'entrer à l'école. J'en ai écrit 2 autres après, dont un qui était mon travail de fin d'études. Mais ça s'est arrêté assez abruptement, c'est-à-dire que j'ai commencé donc à faire des disques. Mais attends, mais t'as jamais même tenté de tourner par plaisir ces films-là? T'es encore le scénario? Oui, il y en a un qui avait failli se monter vraiment le premier là, avec des amis. Mais après ça, j'ai vraiment bifurqué. Il y a eu comme un divorce et une peine d'amour, je pense aussi beaucoup. C'est-à-dire que, en fait, comme je disais, ça on revient au tout début de la conversation, mais j'expliquais qu'après 5 ans, j'avais réalisé que je n'avais pas ce qu'il fallait sous le capot pour diriger une équipe et réaliser ces films. C'est-à-dire que les films que j'ai produits, que j'ai réalisés pendant l'école, étaient plutôt des réussites, en fait. OK. Il y en a un même qui a gagné un prix que j'ai fait en 4e année et ça allait plutôt bien. Excuse-moi, j'ai un petit cheveu dans la gorge. Ça allait plutôt bien. Mais par contre, il fallait que je contrôle tous les paramètres. C'est-à-dire que le premier en particulier se passait dans une boîte. Okay. Il y avait 2 personnages enfermés dans une boîte. Le deuxième, ça a été intégralement tourné en studio et c'était pas du tout dehors. Et donc, il me fallait souvent des petites équipes. Souvent, je faisais un tournage, au bout de 3 jours, j'avais une amygdalite. Donc, en fait, j'étais pas du tout capable de gérer le côté capitaine de bateau, chef, le gars qui se lève à 4h du mat, qui est en bas du Mont-Royal, il fait -15, tout ça, c'est pas moi. Même la tournée, d'ailleurs ça c'est un autre sujet, mais
J'ai jamais fait de méga tournée. Alors bon, il y a parce que j'ai jamais été ultra populaire, ça c'est vrai, mais quand même j'aurais pu faire plus. Mais ça venait de ça aussi, c'est-à-dire que je suis pas un gars taillé pour la route. Je suis vraiment un sédentaire, très moumoune, comme on dirait en québécois. OK, donc c'est pas trop... Mais il y avait un espèce de... Fallait équilibrer cette espèce de des mesures que j'avais en moi, des histoires que j'avais en moi, de ce que je voulais raconter et ce que j'étais réellement. Et je pense que tout ce que j'ai fait depuis, c'est tout le temps ce combat-là, en fait, qui est en jeu. Dans ce que je raconte, dans ce que je fais, et comment je le fais. C'est cette espèce de combat qu'il y avait d'ailleurs dans ce petit film-là où il y avait un géant et un tout petit personnage qui vivait dans une boîte. Et en tout cas, il y avait une espèce de lutte entre ces deux personnages. Wow, OK. Mais aujourd'hui, là, mettons, disons, avec toutes tes connaissances juste par plaisir, tu ne voudrais pas réessayer une fois, là, je veux dire? C'est-à-dire, je le fais par la bande et de manière beaucoup plus très, très, très modeste. C'est-à-dire que je patente pas mal tous mes clips depuis quelques années. C'est vrai, ah oui, ouais. c'est vrai. Mais avec vraiment 3 francs 6 sous, 3 de... En tout cas, c'est des clips de Dollarama, là, c'est vraiment pas... Ouais. Mais c'est toujours... Je manipule des idées, j'ai l'impression de bien m'amuser. Ouais. C'est des petits films aussi, ces clips-là. Mais c'est vrai que j'ai laissé derrière moi l'idée de trucs plus gros. Je pense que la seule chose qui pourrait faire que ça arrive, c'est vraiment une rencontre, c'est-à-dire de faire un binôme avec quelqu'un. C'est-à-dire, ça, moi, c'est vrai que j'en ai rêvé de quelqu'un qui serait ce capitaine de bateau ou cette capitaine de bateau qui a envie de mes histoires ou que j'ai envie d'écrire pour cette personne-là. Ou d'écrire avec quelqu'un? Oui, avec quelqu'un ou pour quelqu'un. Et que je sais que cette personne-là peut amener cette vision-là et justement se lever à 4h du matin et aller, je sais pas où, en hiver, tourner la scène dans les bois. Et cher ami, tu dis ça à la bonne personne. Tantôt, quand l'émission sera terminée, je vais avoir quelques noms à t'offrir parce que c'est pas impossible. C'est pas impossible pour moi. C'est vrai qu'il faut que je fasse attention avec toi parce que il y a pas grand-chose d'impossible avec Fred. Non, on peut en faire des trucs là. Les prochains projets qui s'annoncent pour toi, parce que là, il y a ce disque qui va sortir en août. Tu as déjà un extrait qui est disponible en ce moment. Même plus, parce qu'en fait, je l'ai fabriqué au compte-gouttes et donc il y a eu 3 extraits. Mais oui, donc là, on vient de le terminer. J'ai reçu la pochette hier. Cool. Puis là, je suis pas mal excité parce que le type a fait un truc complètement inattendu. OK. Et donc, finalement, je fais un gros scoop, là, mais j'ai des très grandes jambes. OK. Sur cette pochette. Et au début, j'étais un peu sous le choc, mais... OK. Mais finalement, je trouve ça très drôle. Donne un peu de détails. Le titre de l'album, ça n'a aucun rapport avec les grandes jambes, mais ça s'appelle La mélodie, le fleuve et la nuit. La mélodie, le fleuve et la nuit. Tout ça réalisé par ce sage Philippe Brault, que j'aime tant, qui est le Rick Rubin du Québec. J'arrête pas de dire. Tu connais Rick Rubin? Oui. Il me fait vraiment, vraiment penser à lui, même par son ton de voix, puis comment il est calme et comment il analyse les choses. Il y a quelque chose qui est... Peut-être la barbe aussi aide à penser que c'est lui. Et est-ce qu'en dehors de... Parce que c'est vrai que tu fais beaucoup de musique de théâtre. Est-ce qu'il y a des musiques de théâtre? Est-ce qu'il y a un autre bouquin qui est sur le chantier? En fait, j'ai pas une panne, mais pour les bouquins, ça c'est beaucoup... parce que tu te disais c'était beaucoup de travail, et c'est vrai que ça a été beaucoup de travail. C'est-à-dire que c'était des histoires que je portais en moi depuis l'école de cinéma, qui avortaient, qui n'allaient pas jusqu'au bout. Et à un moment, j'ai ramassé ça, et c'est vrai que ça a mis quelques années. Et après, j'ai ressenti un grand vide, je te dirais. Et aussi parce que c'est pas mon boulot régulier, donc ça avait pris beaucoup d'énergie. Et depuis... Parce qu'on a parlé de l'étape lithium, l'étape la tribu, et depuis 2018, je suis mon propre producteur. OK. Et ça a changé beaucoup de choses, dans le sens où je dois beaucoup plus m'administrer, faire toutes sortes de trucs, des fois moins sexy, voilà, mais qui sont essentiels. Et donc, je pense que j'ai moins de temps. En fait, je pense que tu vas comprendre l'idée, parce que tu vis ça, j'imagine, avec ton instrument, avec le fait que tu fais du jogging et d'autres choses.
dans une journée, combien d'heures je suis assis et combien d'heures je suis assis devant un ordi, pour moi, c'est assez déterminant. Ou combien d'heures aussi je suis dans ma tête, par exemple, si j'écris, que ce soit un texte de chanson ou un mail pour justement administrer mon projet ou un livre. Et donc, je pense que dans la balance, depuis 2018, le choix était assez clair, c'est-à-dire mon gagne-pain, c'est la musique, je suis producteur, donc je mets les heures là-dessus. Et c'est vrai que ça... J'ai par contre autant d'idées qui me viennent, mais pour l'instant, je ne les ai pas mises en... Tu ne les as pas concrétisées. Ouais, parce que je veux garder l'équilibre, en fait. C'est-à-dire, sinon, je vais passer trop d'heures assis, trop d'heures devant l'ordi, etc. Et je suis déjà assez dans ma tête comme ça. Ouais, non, c'est ça. Il faut varier. Puis souvent, en variant, il y a toujours des meilleures idées qui apparaissent soudainement là, tout à fait. Au coin de la rue. Donc, super. Merci, Jean. Maintenant, on va passer à la prescription. Alors, c'est parti, Jérôme. Ouvre le bal, s'il te plaît. Oui. Alors, c'est un dessinateur, toute son œuvre, tout simplement, entière. Oh. C'est Sampé, le dessinateur Sampé, dessinateur français. OK. Donc, c'est lui qui a dessiné, par exemple, Le Petit Nicolas. OK. Bon, scénarisé par René Goscinny. Mais Sampé, il faut absolument découvrir ça, là. Il a fait plein de livres. C'est quasiment de la philo. Moi, je sais que s'il y a eu des fois des moments où j'étais déprimé, où j'allais mal dans ma vie, c'était le seul truc que j'arrivais à regarder, c'était des livres de Sampé, en fait. OK. C'est vraiment... En fait, c'est ça. Si ça allait vraiment mal, c'était du Sampé, écouter peut-être du Bach. Et à part ça, je tolérais rien du tout. T'écoutais du Bach. Ça t'a amené une espèce de paix. Ouais. Wow, donc Sampé. OK. Mais Sampé, honnêtement, te connaissant, je pense que tu vas embarquer parce que c'est de la philo, mais en même temps, c'est simple, c'est senti, c'est honnête. Ouais, tu sais, ça doit rejoindre peut-être des choses que tu connais. Je sais qu'à un moment, il avait bossé aux États-Unis, des choses qu'on peut lire des fois dans le New Yorker ou des choses comme ça, des dessins. Ouais. C'est comme des vignettes super concentrées. Et c'est vraiment chouette. Je te conseille de faire une petite recherche sur Sampé. Sampé, écoute, je vais regarder ça. Et tout à l'heure, on parlait de McCartney. La petite larme et tout. Moi, j'ai un peu cette petite larme-là avec Sampé. À chaque fois, je lis ce qu'il fait parce que je pense qu'il est en bonne santé et tout, mais je pense qu'il a fêté ses 90 ans. Ouais. Et ça me chagrine parce que pour moi, je veux que ça continue, Sampé. C'est pas possible, quoi. Non, c'est ça, c'est pas possible. Ah non, ça, c'est... Alors, ça, c'était le premier truc. Ouais. Deuxième, ça, moi, je l'ai découvert il y a quand même plusieurs années, mais là, avec la pandémie, ça s'est confirmé. C'est l'auteur norvégien Karl Ove Knausgaard, qui a écrit une espèce de truc monumental qui s'appelle Mon combat, qui a un lien d'ailleurs avec Mein Kampf d'Hitler, mais évidemment pas idéologique. Mais j'ai jamais lu un truc pareil. Ça fait des milliers de pages, puisque chaque livre fait à peu près entre 500 et 1000 pages, et il y en a 6. Oui. Et c'est pris dans un espèce de temps présent, comme si, justement, comme là, on est en train de s'enregistrer, comme s'il était capable, lui, d'enregistrer ça avec la littérature dans le présent, comme ça. Wow. Et c'est évidemment une reconstitution, mais c'est complètement étonnant. Et en plus, c'est très... ça passe du plus trivial au plus philosophique, et c'est sans filtre aussi sur lui-même. C'est rare que moi, que j'ai lu quelque chose de si honnête. En fait, en même temps, je l'ai pas rencontré, mais de senti pour toi. Ouais, c'est vraiment très particulier comme œuvre.
OK, cool. Moi, j'ai une suggestion pour toi. Est-ce que tu disais tantôt, des fois, si je suis triste, je peux écouter du Bach ou... quand tu écris ou... En général, est-ce qu'il t'arrive de te mettre de la musique juste en arrière-plan dans tes actions? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver des fois. Ouais. J'ai un album qui est chouette parce que j'ai découvert qu'il peut être mis en arrière-plan, mais qui peut être aussi écouté attentivement et qui peut peut-être justement accompagner ta tête, là, comme tu disais, quand tu es pris dans ta tête. Ça s'appelle Playing Piano for Dad. Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non. C'est de Ash Hunt. H-U-N-T, Ash Hunt. Oui. En fait, là, tu le dis, et au détour d'une playlist, j'ai entendu une de ses pièces. Oui. Ouais. Probablement, il y a quand même eu un certain succès. Ouais. Tout ça a sorti en 2016, mais c'était enregistré au studio Ferber à Paris. En 2015, et l'idée est vraiment assez chouette. Je veux dire, c'est du piano solo qui peut un peu nous faire penser à Bill Evans. En même temps, il y a des petites couleurs vraiment françaises, parce qu'on entend un arrière-plan un peu Debussy, Ravelien, mais évidemment contemporain avec des harmonies un peu jazzées, mais pas trop. Et c'était un cadeau de Noël pour son père, tout simplement. Il a offert ce disque-là. Et il y a dans la prise de son, dans les harmonies, c'est impossible de ne pas penser. Il faut penser à Charlie Brown. C'est l'univers de Charlie Brown à Noël. On entend cette espèce de piano un peu pris lointain qui résonne vraiment bien. On entend, c'est rare ça, mais on entend le bois. Est-ce que je me trompe ou même c'était fait exprès? Il y avait des fois des reprises, c'est-à-dire comme si vraiment il jouait dans la pièce et qu'il pouvait reprendre la pièce. Oui, vraiment, littéralement. Il n'y a pas l'idée de perfection. Non, il y a même de l'erreur, il y a des craquements, on entend des fois, des fois, il y a même un appui sur une touche que ça ne répond pas exactement. Et il le garde, et donc, et justement, je reviens encore avec ce mot, mais on sent le mécanisme présent, la mécanique du piano qui résonne. Moi, j'ai vraiment trippé, puis ces temps-ci, je l'écoute beaucoup. J'ai beaucoup de transport à faire en train ces temps-ci, étrangement, puis je mets cet album-là en loop. Donc, une bonne référence, ouais. Et t'as d'autres trucs aussi pour nous? Oui. Alors, ça, c'est le côté français. Il y a un auteur qui s'appelle Julien Gracq. Julien Gracq, OK. Et en fait, je pense qu'il est décédé il y a quand même pas mal d'années, mais il vient de la région de la Loire, donc pas très loin d'où je viens. Okay. Et c'est pas un auteur qui est facile, en fait. Et honnêtement, dans ma jeunesse, il m'intéressait pas. Je pense que j'avais pas même percuté qu'il existait plus que ça. Mais un oncle à moi, une fois, m'a offert un de ses bouquins il y a une quinzaine d'années. Encore là, j'embarquais pas complètement, je trouvais ça ardu. Et là, je suis tombé sur un bouquin de lui au début de la pandémie qui s'appelle Nœuds de vie, comme des nœuds donc qu'on noue, de vie. Et c'est plein de micro-textes. OK. Et il y a toujours ce côté ardu, mais est-ce que c'est moi qui ai changé? Je sais pas. Mais j'ai trouvé ça lumineux et passionnant. Et il y avait des questions par rapport à la mémoire, au territoire, à la géographie, au lieu, rapport au lieu. Ouais, je trouvais ça assez brillant, en fait. J'ai beaucoup aimé ça. Cool, OK. Et est-ce que tu en aurais une petite dernière? Alors là, j'hésite, c'est parce que je peux aller en cinéma. Oui, s'il te plaît, cinéma. OK. Ça, c'est facile parce qu'on peut le trouver sur Netflix. OK, OK. Et à mon avis, tu l'as déjà vu. Parce que c'est quand même un truc assez connu. Yo no soy aquí. Non. Yo no soy aquí, c'est de Fernando Frias de la Parra. OK. Le nom, j'avais pas complètement retenu du réalisateur. Mais là, j'ai pris note avant de venir te voir. C'est un film, j'ai trouvé assez bouleversant et esthétiquement passionnant aussi. OK. Ça parle entre autres des gangs, mais c'est pas dans un sens... c'est dans un sens, disons, profond. C'est pas juste... Sur des gangs, quand tu dis des gangs de rue, ou des... En fait, ça se passe dans une ville... je me trompe tout le temps. C'est la ville qui est proche de la frontière américaine, je crois, au Mexique. OK. Une très grosse ville, en fait. Pour le New Mexico, vraiment? OK. En tout cas, il faudrait que je retrouve. OK, parfait. Je l'ai vu il y a à peu près 1 an et demi, là. Okay. Mais
au fond, c'est comment un jeune qui est pas du tout dans la violence et tout ça, par les grands frères et tout ça, se retrouve pris dans des histoires, mais ne veut pas être là-dedans. Et en fait, lui, il essaye de s'enfuir dans la musique, en particulier, et dans une musique traditionnelle colombienne, qui est une danse un peu ancienne. Et donc, c'est complètement anachronique parce qu'il est à la fois... Il a l'air un peu un peu tout ce que tu veux, mais il se fait un espèce de look étrange et il est dans cette musique et ça lui permet de s'évader. De s'abandonner. Mais c'est vraiment un beau film. Yono Sayaki. Avec beaucoup de musique, je présume. Je ne suis pas là. Ouais, mais c'est pas une musique que je connaissais, c'est... je veux pas te dire de bêtises. Non, mais c'est correct, de toute façon... C'est une musique colombienne avec de l'accordéon, très répétitive. Wow. Et donc, ce type ado... On ne sait pas trop pourquoi, mais il tripe sur cette musique-là et il fait des danses et des chorégraphies et des trucs. OK, mais là, ça, c'est mon genre de truc. Là. Ouais, je vais aller regarder ça. Ouais. Écoute, merci, Jérôme. Merci probablement pour ce moment avec toi, que j'étais content vraiment de te revoir. Merci pour un truc important que j'ai oublié de mentionner au tout début. Tu as quand même participé à la création de cet épisode, de l'émission en général. Oui. Tu as fait un indicatif musical. C'est vrai. Le fameux indicatif dans lequel je présente en détail une biographie que d'ailleurs j'ai faite tantôt à propos de toi, les gens l'ont entendu au tout début et ça aide vraiment les gens à se mettre dans l'ambiance. Moi je l'aimais, quand tu m'as proposé ce thème-là, j'étais tellement content. Oui. Et en passant, il va être dans l'album, parce que quand on s'est parlé, j'ai ressorti cette pièce-là. Et en fait, ça va être une petite transition aussi dans mon album. Donc, et il y a même un nom maintenant à cette pièce. Parce qu'à l'époque, je ne sais pas si je t'avais déjà donné. Non, il n'y avait pas de nom. Eh bien, maintenant, elle s'appelle Sentiment Vibrato. Sentiment Vibrato. Et voilà, en plus, vibrato, tout ça. Ah, j'aime ça. Écoute, merci beaucoup. On va suivre l'album qui sort en août. Et d'ici là, fais attention à toi. Oui, ça a l'air que je vais avoir des grandes jambes en tout cas. J'ai hâte de voir ça. À plus. Ciao. Vous venez d'écouter La Prescription avec Dr. Fred Lambert. À l'animation, Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils, Olivier Chamberlain. Au logo, Joël Vaudreuil. La musique, le groupe Crabe. Jérôme Minière, Philippe B., Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille. Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.